Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lautin et j'ai la très grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Cathy Romain-Maille, thérapeute holistique. Bonjour Cathy. Bonjour Benjamin, Merci, bonjour à tous. merci d'avoir accepté mon invitation. Écoute, c'est un plaisir. Surprise, mais j'ai vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Moi également. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené à ton activité et ton activité, quelle est-elle plus globalement? Alors bon, je pense que tous ceux qui écoutent ce podcast savent ce que c'est qu'un thérapeute en soins holistiques. Il n'y a pas de leçon à leur donner. Il peut même y avoir des confrères ou des consoeurs. Donc, on va passer sur l'explication. Je n'ai pas toujours été thérapeute. J'ai toujours été un être étrange qui a traversé des expériences extrasensorielles. Et alors là, j'insiste sur le terme extrasensoriel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai 72 ans. Ce qui me semble intéressant de parler, c'est mon âge. C'est mon âge parce que je suis née en 1952 en Afrique du Nord. À l'époque, l'Afrique du Nord, l'Algérie, était française, je précise. J'avais des origines portugaises, espagnoles, corses, italiennes. Je suis bien mélangée. Je suis une méditerranéenne vraiment pure souche. Et donc je suis rentrée sur le territoire français bien avant les événements de la guerre d'Algérie. Je suis rentrée, j'avais 2 ans. Donc je suis rentrée en 54. Et la dernière fois où j'ai vu mon pays et ma famille sur la terre de ma naissance, c'était pendant les événements et la guerre d'Algérie. Ce qu'on appelait les événements. C'était une guerre civile. Donc, en ayant quitté ce territoire à l'âge de 2 ans, je ne l'ai pas fait sur traumatisme, je l'ai fait simplement parce que mes parents ont décidé de venir en métropole. Par contre, la dernière fois que je suis allée en Algérie, j'ai vécu les événements de l'Algérie à travers des vacances chez mes grands-parents. Et là, il y a eu les premiers grands traumatismes, c'est-à-dire les attentats. Donc, je suis une enfant qui a vécu les attentats et je suis une miraculée de 2 attentats. Un à Fouca, en Algérie, au bord de la mer, où mes amis ont été massacrés, où nous avons eu la chance de survivre. Et un deuxième attentat quand mes grands-parents ont décidé de nous faire fuir vers la métropole et de prendre l'avion à Alger. Et j'ai subi, avec mon frère, un de mes frères, un attentat sur la route d'Alger. Les mitrailles cachées au fond de la voiture, la terreur, baisser la tête. Mais moi, déjà très curieuse, j'ai levé la tête et j'ai vu le massacre. À cette époque, j'ai 7 ans. Donc j'ai été plongée psychologiquement dans un gros traumatisme. Et longtemps, j'ai revécu dans ma tête des souvenirs sur cette période que j'ai vécue, qui a été à la fois douce, les melons, les légumes, les fruits, la chaleur, la mer, et en même temps ce séisme psychologique. Mais je m'en suis remise, bien que pendant des années, j'ai revu des flashs et des choses comme ça. Mais à l'époque, on ne s'en occupait pas. Voilà, ça c'est la base de ce que je me souviens de ma jeunesse. Et puis j'avais aussi quelque chose de très particulier que je vais dire aujourd'hui et que ma famille ne sait pas. C'est que c'est à ce moment-là, à l'âge de 7 ans, même un peu avant les attentats, que je prenais mon vélo, que je fuyais à la maison et j'allais dans les cimetières. Enfant, j'allais dans les cimetières. C'est quelque chose que j'ai jamais dit à personne. Attirée par les cimetières, avec une compassion, un amour fou pour ces disparus et leurs familles. C'est là que
a grandi ma compassion, mes interrogations intellectuelles, spirituelles. Je me rappelle qu'enfant, on disait on monte au ciel. Donc je cherchais dans les cimetières l'entrée secrète pour monter au ciel. Wow. Bah oui, on dit tu montes au ciel. Bon, d'accord. Après, j'emmenais mes petits frères suivre des enterrements. Et je disais à mon frère, faut pleurer. Faut pleurer, ils sont tristes ces gens. Voilà. Ça a été un truc de dingue. Mais après, j'ai compris, sûrement, si je vous raconte ça, c'est l'importance que ça a eu dans mon développement personnel. La vie, la mort, la terre, le ciel. Et par où on passe pour aller au ciel ? Il m'a fallu des années pour le découvrir et j'en suis pas encore sûre du chemin. Voilà, c'est... Eh bien, tu sais que de temps en temps, ça m'arrive encore. La semaine dernière, je faisais ma marche dans un village. Et je me suis rendue au cimetière et j'ai été dire bonjour. Je me suis recueillie devant certaines tombes qui m'appelaient. Voilà. À 72 ans, je dis c'est pas grave parce que j'ai eu un patient psychiatre qui m'a dit s'il y avait un problème mental il y a longtemps qu'on l'aurait su. Donc, je suis rassurée de pouvoir en parler. Je n'ai pas de problème ni psychologique ni mental. Je suis juste un individu avec une spécificité étrange. Mais d'avoir été au milieu des attentats, ça a quand même posé des questions à un enfant sur la vie, sur la mort quand même. Voilà. Donc je pense que tout ça, c'est logique. C'est une logique. Et donc, j'ai vécu comme ça jusqu'à l'âge de 11 ans. Je suis l'aînée d'une fratrie de 6 enfants. Donc, ça a déclenché chez moi la notion de responsabilité, de vigilance, mais une lourde responsabilité. Et ça, je l'ai gardé. J'arrive pas à m'en défaire. Je me sens toujours responsable, même de mon fils qui a 50 ans. C'est incroyable, ça. Des fois, je me dis, mais arrête, quoi. Tu vois ? Je prépare tout parce que j'ai peur que le jour où je vais partir, ils soient dans des problèmes administratifs de toutes sortes. Je voudrais ne pas leur laisser de problèmes. Tu vois ? Et c'est pas par un manque d'humilité, c'est pas que je me sens plus forte que les autres, c'est que je me sens responsable. Donc cette responsabilité en tant que thérapeute, ça a été hyper important. Voilà. Alors, à 11 ans, il est arrivé quelque chose. Si je devais raconter un seul événement, c'est celui-là, je pense. J'ai 11 ans. Je suis une enfant asthmatique. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était. Ni les allergies, ni rien du tout. Je n'ai plus d'asthme parce que j'ai contrôlé mon environnement. Donc, je ne suis plus une victime. Un jour, j'ai dit stop. Le jour de mes 20 ans, j'ai dit il n'est plus question de faire des crises d'asthme. Un jour, tu vas porter un enfant, tu vas avoir des enfants, tu vas être responsable d'eux. C'est pas possible que tu subisses ça qui fera que tu ne pourras pas avoir un comportement entre guillemets normal avec tes enfants. Il faut que tu sois avec eux 24 heures sur 24 et en bonne santé. Et ça s'est réalisé. J'ai dit c'est fini, je n'aurai plus de problème respiratoire. J'ai encore des petites allergies, mais que je contrôle. On est d'accord ? La puissance, la puissance de l'esprit sur la fatalité. Il n'y a pas de fatalité. On peut toujours tout changer. Mais à cette époque-là, je n'ai pas compris ça. Je l'ai fait comme ça. On ne m'a pas dit, tu vas, ceci. J'ai jamais vu un psy. Jamais. Donc, ça me venait comme ça, intuitivement, les choses. Tu vas faire comme ça. Tu vas contrôler comme ça. Voilà. Donc, pourquoi je parle de cet asthme ? Parce que c'est une maladie respiratoire. Ça touche
au niveau du chakra, le poumon et le cœur, c'est souvent affectif. Alors évidemment, il y a un élément déclencheur, mais c'est souvent affectif. Donc ça aussi, ça expliquera beaucoup de choses aussi. Donc à 11 ans, un médecin décide de m'envoyer dans une maison d'enfants. Au Sapet, dans les Alpes, c'est à une 12aine de kilomètres de Grenoble. On envoyait les enfants qui avaient de l'asthme pour pouvoir bien respirer. Alors, non, c'est pas là, ça c'est la fois d'après. Excusez-moi, je m'excuse, je me confonds un petit peu. Non, je suis partie dans le Massif central à la Bourboule, exactement. C'est parce que j'ai eu 2 expériences. Je suis partie à la Bourboule dans une maison d'enfants où l'on devait me garder pendant 1 mois. Et j'ai été très malheureuse dans cette maison pour enfants. Parce que dans cette maison pour enfants, les adultes à l'époque n'hésitaient pas à vous mettre une gifle, à vous humilier. Donc j'ai reçu des gifles et j'ai été humiliée. C'était mon premier contact avec la cruauté des adultes. Jusque-là, je n'avais rencontré que la bienveillance, l'amour. Et je me suis dit à ce moment-là, mais il existe des gens agressifs, dangereux, mauvais. Donc là, ça m'a nourri quand même quelque chose. Et j'étais tellement malheureuse que nos courriers étaient ouverts, il n'y avait pas de téléphone, on était coupés de la famille. Donc j'envoyais des messages télépathiques à mon père. Pas à ma mère, parce que ma mère, c'était compliqué. Elle m'a appris beaucoup de choses et grâce à elle, j'ai pu évoluer sur mon parcours justement que j'ai maintenant, mais sur le plan psychologique, c'était un peu compliqué. Donc j'ai appelé mon père. Donc je me mettais en méditation, sans le savoir, et j'ai travaillé la télépathie. Et j'ai dit à mon père, « Papa, il va falloir revenir me chercher. Ça va pas du tout. Je n'en peux plus. » Et j'ai su par la suite que le message télépathique avait fonctionné. Je l'ai su après, puisqu'on ne pouvait pas communiquer normalement. Et un matin, avant d'aller me faire soigner par les eaux de la Bourboule, les enfants partaient en pyjama avec le manteau, j'ai menti. Il y avait une voix intérieure qui me disait « Ne pars pas avec eux, reste dans ta chambre ». Donc j'ai menti et je suis restée dans ma chambre. Et je me suis mise allongée sur mon lit, sûrement dans une forme de méditation. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire que j'oublierai jamais. Je suis sortie de mon corps. J'ai pas eu peur. J'ai traversé les murs de la chambre et je me suis retrouvée dans le centre de la Bourboule, en l'air. Je voyais les voitures, les feux rouges. Et tout à coup, je suis attirée par une voiture crème avec un toit rouge. Il faut savoir que mon père, quand j'ai quitté la maison, avait une P60 bleue. Et là, je suis attirée par cette voiture et j'arrive au niveau de la vitre, arrêter un feu rouge, et je vois mon père et ma mère. Et derrière, je vois qu'il y a un couple, mais je ne les reconnais pas. Et je les suis. Ils traversent la ville, et tout à coup, ils arrivent dans la rue, ma rue, la rue de la maison pour enfants. Je les vois s'arrêter dans la rue. Je vois mon père et ma mère descendre. Ils traversent la rue, et tout à coup, il y a un coup de sonnette et je réintègre mon corps. Wow. À peine 5 minutes plus tard, la porte de la chambre s'ouvre avec violence, arrogance, hargne, mais vraiment une rage. C'est la directrice.
Et là, elle me fait lever et elle me frappe, elle me balance une gifle. Tu savais qu'ils allaient venir te chercher. C'est pour ça que tu n'as pas voulu partir ce matin. Voilà. J'ai rien dit. Pas de justification. Mon père avait entendu mon message. Quand je suis descendue, il y avait mon père et ma mère. Et j'ai attendu qu'on ait fait 1 heure de route pour dire qu'elle m'avait frappée. Parce que, à 11 ans, j'étais consciente que si je disais ça tout de suite à mon père, il allait y avoir un drame. Que la gifle risquait de repartir de l'autre côté. Tu vois déjà cette notion de on ne dit pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi. Avant d'agir et avant de parler, il faut savoir à qui on va dire les choses. Il ne faut pas armer la main de l'autre. On a aussi cette responsabilité. Quand aujourd'hui je vois tous ces gens qui disent n'importe quoi, ils mettent le grand couteau dans la main de l'homme en noir. C'est ça, quand j'étais enfant, je savais qu'il y avait un homme en noir qui était là pour te mettre un couteau dans la main et te pousser au meurtre et au crime. Notre responsabilité de ce que l'on peut dire. À 11 ans. Et pendant le pique-nique que maman avait organisé avec sa cocotte minute, je me rappelle, c'était un lapin. Je me suis dit, il faut quand même que je leur dise ça, ce que je viens de vivre. Parce que là, c'est des mots. Mais au niveau de l'esprit, du corps, il y a eu l'expérience physique. Je me suis vue sortir du corps. Je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Mais je l'ai bien vécu. Mais après, il y a les interrogations. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, j'ai raconté ça à mes parents. Il y avait mon oncle et ma tante, ceux que je n'avais pas reconnus dans la voiture. Et là, ma tante ricane. Mais vraiment, ce ricanement, je savais que ce ricanement, je l'entendrais toute ma vie. J'étais prévenue. Quand j'ai raconté mon expérience, elle a ricané. C'est le mot juste, tu vois. C'est pas elle a ri. Elle a ricané. Et ce jour-là, j'ai su que toute ma vie, si je parlais de ce que je vivais, de qui j'étais, de mes expériences, il me faudrait beaucoup de courage parce que j'allais entendre ce ricanement. Et puis, il y a eu mes parents. Mon père n'a rien dit. Il savait, lui, qu'il avait reçu le message. Ça l'a beaucoup intrigué. Parce que lui, il croyait ni en Dieu, ni en diable. Je pense que ça a changé dans sa vie, mais à l'époque, c'était un homme qui avait 20 ans de plus que moi seulement. J'avais des parents très jeunes. Et alors ma mère m'a dit, c'est très bizarre ce qui était arrivé, mais je te rassure, c'est pas grave. Elle m'a dit, maintenant quand tu auras des expériences un peu spéciales, tu me le dis. Peut-être aussi qu'il t'arrivera de faire des rêves. Si vraiment c'est très étrange, tu me le dis. D'accord ? Et à ce moment-là, elle a compris, comme elle m'a expliqué plus tard, que j'avais des capacités extrasensorielles qui se sont révélées après très, très justes. Donc cette expérience est marquante. Et après, ça m'a laissé tranquille jusqu'à l'adolescence. Je n'ai plus rien ressenti, vécu d'étrange, tu vois ? Et puis après, il y a eu les rêves prémonitoires. Alors là, ça a tout redéclenché. J'avais un peu mis cette expérience de côté parce que je ne l'avais pas ressentie à nouveau. Il y a eu les rêves prémonitoires. Et des rêves prémonitoires qui m'ont
énormément culpabilisée. Parce qu'on ne parle pas, on ne dit pas. Les choses arrivent et tu penses que tu es responsable. Donc je vais passer rapidement là-dessus. Parce que rien que ça, les rêves prémonitoires, c'est un podcast, tu vois ce que je veux dire. Donc on va voler au-dessus de tout ça. Et puis après, il y a eu... Je suis en train de faire une activité et tout à coup, il y a une force qui arrive. Tu es réveillé. Là, c'est pas le rêve prémonitoire. Et qui te dit d'agir. Et qui te dit d'agir. Et cette expérience, elle m'est arrivée adulte à Paris. Et comme dans mes rêves prémonitoires, je n'avais pas prévenu 3 personnes qui sont décédées 2 jours après, que je m'étais simplement contentée de sauver ma peau. Parce que j'avais 17 ans, j'ai demandé conseil à ma mère, et ma mère m'a dit « tu ne dis rien ». Mais j'ai dit « je ne peux pas les laisser partir ». Ma mère m'a dit « tu ne dis rien ». Je ne la juge pas, hein, juste que j'ai dit à mon petit chéri de l'époque, bah, je pars pas avec toi. Donc il a dit, bon, ben, on va demander à une autre amie qui prend le train de prendre ta place. Et elle est décédée à ma place, lui aussi, et un autre copain derrière dans la voiture. Donc j'avais fait 2 rêves prémonitoires, leur mort et leur enterrement. Donc j'ai rêvé ça dans la nuit du vendredi au samedi, j'ai vu leur mort. Et dans la nuit du samedi à dimanche, j'ai vu leur enterrement. Ils sont morts le lundi matin. Et tout s'est passé après, comme j'avais vu. Même le cimetière et l'église qui a été choisie pour faire un enterrement groupé. T'imagines l'horreur de la situation, la culpabilité. Et une partie de ma vie a été en autodestruction à cause de ça. Et j'avais juré sur leur tombe que si un jour on me mettait devant une situation qui pouvait mettre en danger ma réputation, ma crédibilité, même face à la police, face à n'importe quoi, je parlerai. Je parlerai. Quel que soit le prix à payer. Ben, l'univers ne m'a pas laissé tranquille. J'avais 17 ans, mais des années plus tard, je me suis trouvée devant une expérience extrasensorielle dont mon fils et ma future belle-fille étaient au centre de l'événement émotionnel. C'est sûrement pour ça que j'ai vécu cette expérience, parce qu'il y avait comme un lien affectif. Je suis quelqu'un de très affectif. Et c'est vrai que plus tu es concerné affectivement par un événement, et plus tu es enclin à être relié. Parce que sinon, tu ne peux pas être relié sans arrêt à toutes les catastrophes du monde. C'est pas possible. Cette expérience reliée au monde avec qui je n'avais pas de lien m'était arrivée une seule fois où je me suis levée en pleine nuit. J'étais dans un bus et je tombais dans un ravin avec des personnes âgées. Et au matin, j'apprenais qu'il y avait un bus avec des personnes âgées qui étaient tombées dans un ravin. J'ai été dans ce bus. Mais je n'ai pas été reliée à d'autres événements. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Heureusement, ça aurait été invivable. Donc, des années plus tard, j'ai été confrontée à un événement parce que j'ai été prévenue d'une catastrophe aérienne. Et que cette catastrophe aérienne, c'était
potentiellement l'avion dans lequel montaient mon fils et ma belle-fille. Donc je passerai sur les détails très étranges où j'étais prévenue alors que j'écrivais sur mon ordinateur qu'il fallait que je me lève, que j'aille dans une forêt parisienne. Moi, je ne connaissais pas. Et à mon compagnon de l'époque, je lui ai dit, écoute, montre-moi une carte où il y a des forêts autour de Paris. Il faut que tu m'emmènes. Je ne sais pas où, mais je vais choisir une forêt. J'ai choisi la forêt d'Ermenonville, que je ne connaissais pas. Il m'a dit, ok, je t'emmène. On a foncé dans cette forêt. Alors, on a pris des petites routes, des chemins, tu vois, comme ça. Il me disait, c'est là, c'est là, c'est là. Je disais, non, non, c'est pas là, continue, continue. Et à un moment donné, on est arrivé sur une place dans Ermenonville où il y avait plusieurs chemins qui partaient. On s'est arrêté. Il m'a dit, par où on passe ? Je dis, ok, on va prendre le chemin qui est là-bas. Donc on s'est dirigé vers le chemin. Il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Je lui dis, je sais pas. Et là, tout à coup, je suis arrivée. J'ai entendu mon compagnon qui me disait derrière mon dos, ah oui, d'accord. Et là, on est tombé sur une plaque où on disait qu'en 1974, c'était là qu'avait eu lieu un accident d'avion qui avait fait plus de 400 et quelques morts. Lui, il a réalisé, je me suis dit, lui, tout de suite, il a tilté. Lui, il a tout de suite compris la catastrophe aérienne et que mes enfants partaient 2 jours après. Lui, il y a, tu vois, mais moi, j'étais dans une sorte d'état pas second, bizarre, quoi. Je faisais, mais je savais pas trop ce que je faisais et où j'allais. Et donc, on s'est retrouvés à remarcher sur un chemin et on est arrivé dans un endroit. C'est comme si tu rentrais dans un arène, tu sais. Il y a des murs arrondis comme ça, puis il y a une grande flèche vers le ciel qu'ils ont construit pour une sorte de mémorial. Je me suis avancée vers le mémorial. Il y avait un pauvre petit cadre avec quelqu'un qui avait écrit à la main à l'intérieur. Mais c'était d'une misère, cet endroit. C'était d'une misère. Donc c'était en 1994, c'est-à-dire 20 ans après l'accident. Et il y avait un poème écrit « Vous êtes partis si heureux dans ce grand voyage ». Enfin bon, il y avait tout un poème. Et là, je me suis retournée, je l'ai pris dans les mains, je me suis retournée. Et là, à l'intérieur de l'enceinte, j'ai vu tous les noms gravés de ces gens. Tu vois, cette relation que j'ai avec la mort. Tu comprends ce truc ? Je les ai caressés de ma main, tous. J'ai passé ma main sur tous les noms. Il y avait 2 bancs en pierre. D'abord, n'importe qui peut y aller à cet endroit. C'est ouvert. C'est Ermenonville, c'est pas difficile à trouver. Je me suis assise sur un banc en pierre. Mon compagnon s'est assis sur l'autre. Lui comprenait tout. Il savait ce qui se passait. Et là, de façon télépathique, quelqu'un m'a parlé. C'était un homme très jeune, une voix jeune, qui m'a dit « Nous aurions tellement voulu être prévenus. » J'ai la chair de poule. Et là, j'ai murmuré « J'aurais tellement voulu vous prévenir, mais j'en ai pas eu la capacité. » Donc là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que vous cherchez à me dire ? Tu vois, le déni. Le déni, qu'est-ce que vous cherchez à me dire ? Et là, il m'a dit, il faut prévenir. Il faut prévenir. Il fallait que je vive ce truc terrifiant pour pouvoir agir.
Parce que si j'avais fait un simple truc, simple peur, qu'ils vont prendre l'avion, t'as peur qu'ils prennent l'avion. Tu vois ce que je veux dire? Toutes les mamans inquiètes. Là, j'ai mes petits-enfants qui sont partis en bus à Paris. Tu te dis pourvu que tout se passe bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est les inquiétudes perpétuelles de tous les parents. On est d'accord? Non, non, fallait un choc. Fallait sauver des gens. Et là, c'était pas sauver mes 3 amis de mes 17 ans. C'était 400 personnes. C'était téléphoner à la sécurité. C'était sur le plan éventuellement une enquête. La police, ta réputation, être prise pour une dingue. Tu vois ce que je veux dire? Mais je comprenais pas encore ça. Je comprenais pas. J'étais encore dans le déni. Et là, c'est mon compagnon qui me dit bon, tu sais pourquoi on est là? Lui, il n'avait pas entendu ma voix intérieure. Hein. Il me dit bon alors, tu sais pourquoi on est là? Il me dit attends, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Et là, tout à coup, j'ai le voile qui se déchire. Je me dis les enfants, il faut pas qu'ils prennent l'avion lundi. Il faut prévenir. Tu vois? Et là, c'est une course folle. Parce qu'il n'y a pas de téléphone. Wow. On n'a pas de portable en 94. Il est sur la route, il est sur l'autoroute. Et il doit se rendre en Champagne chez son père avant de prendre après l'avion sur Paris. Et là, c'est la course folle. Je dis, il faut les retrouver, il faut les arrêter. Je n'ai pas le numéro de téléphone de son père, parce que je suis fâchée que son père... Enfin, lui est fâché que moi. Je sais qu'ils habitent un village, mais je n'ai pas d'adresse. Je pars, j'ai pas de valise, j'ai pas rien, j'ai pas de brosse à dents, rien. On part de Remenonville et on fonce vers Ouary, en Champagne. Et là, le village est désert. Je vais à la mairie, elle est fermée. Personne dans les rues, c'est le plein été. Et on se dit comment on fait? Je lui dis roule, roule. On roule dans les rues et tout à coup, au loin, il me dit, je lui dis regarde, il y a un homme là-bas. Un homme dans ce village désert. Et on fonce vers lui, on ouvre la fenêtre, il y a un homme qui baisse, et là, j'entends mon compagnon qui dit « Vous connaissez monsieur ?» Bon, le nom du père de mon fils. Et là, moi, je tourne la tête, mais je dis « C'est lui !» C'était le père de mon fils qui était là. Le seul homme qui marchait sous le soleil dans le village, c'était le fils, c'était le père de mon fils. Non, mais c'est un truc de dingue. Incroyable. Il a eu peur quand il nous a vus. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, bon, puis on lui raconte tout ça. Et puis on a attendu les enfants. Quoique, les enfants ont appelé d'une cabine sur l'autoroute leur père en disant, on ne va pas tarder. Et là, mon ex-mari lui dit, il y a ta mère qui est là. Alors là, mon fils a dit à sa fiancée, il doit se passer quelque chose de grave pour que maman soit chez papa. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, donc il y a eu une trêve. D'ailleurs, de ce jour-là, on se reparle. J'ai raconté à mon ex-mari qui a failli un petit peu perdre le contrôle parce que c'est des choses qu'il ne supportait pas dans ma personnalité. Ça a joué sur notre séparation. Parce que moi, je ne supportais pas qu'il ne comprenait pas ce que j'étais, ce que je vivais. Donc, ça a joué. Et il me dit, non, mais c'est dingue, c'est dingue. Bon, finalement, les enfants ont accepté de ne pas partir. Mais bon, je n'étais pas là pour sauver que mes enfants. Il fallait que je tienne ma promesse, qu'elle soit loufoque ou pas loufoque. Je ne pouvais pas ne pas aller au bout de l'histoire. Même si ce n'était qu'une réalité pour moi-même. Par rapport à ma propre culpabilité, il fallait que je fasse le chemin. Tu comprends? Même dans l'hypothèse que ce ne soit que mon imagination.
au niveau de ma propre psychologie, de mon traumatisme, je devais aller au bout de ma parole. Parce qu'en plus, je suis quelqu'un qui va au bout de sa parole. Et là, dis donc, le défi, hein, c'est pas dire à ton père ou à ta mère, fais attention avec ton vélo, c'est autre chose. Et là, le chemin est dur. Et j'appelle l'aéroport. Déjà, j'ai celui j'ai Air France. Je dis, j'annule les billets. Et je leur dis, écoutez, il risque d'avoir une catastrophe. Patati patata. Donnez-moi 2 autres billets pour un départ plus éloigné. Je change la date. Oui, ça va vous coûter de l'argent. Et comme je lui avais raconté mon problème, il m'avait dit, vos morts, ils vous ont pas dit que c'était compliqué de retrouver 2 billets d'un jour à l'autre en ce moment, pendant les vacances? Comme ça, il me parle. Je lui ai dit non. Non, j'ai dit regardez, il vous reste 2 places pour mes enfants. Et là, j'entends les bruits, tu sais, de l'ordinateur. Et il me dit, mais ça alors, mais dis donc, vous avez de la chance. Il me dit, effectivement, il nous reste 2 places. J'ai dit, je les prends. Vous allez payer un supplément. Oui, vous les paierez à l'aéroport, quand vous viendrez chercher vos billets à l'aéroport. Ok. Supplément, c'est normal. J'ai dit, mais maintenant, vous allez me passer quelqu'un de la sécurité. Donc, il me passe quelqu'un de la sécurité. Je raconte d'une manière synthétique mon histoire. Donc, le gars de la sécurité, au niveau de la hiérarchie, et je te passe un autre, et je te repasse un autre, et je te repasse un autre. Et là, il n'y a aucune moquerie. Aucune. Faut le savoir. C'est important. C'est surprenant. Ah, mais c'est plus que surprenant parce qu'ils me disent, même si vous restiez anonyme, on tiendrait compte de ce que vous nous dites. On ne juge pas. On a une information, on en tient compte. J'ai dit, il faut empêcher l'avion de partir. L'avion partira. Mais nous ferons tous les contrôles et nous préviendrons le personnel de l'avion. Donc maintenant, je sais comment ça fonctionne. Hein. Donc je suis montée au plus haut. Là, il a fallu que je donne quand même des détails. Que j'étais médium. Parce que maintenant, il faut oser dire le mot, médium. Et voilà, que j'avais eu cet avertissement, que j'avais sûrement été informée par ma médiumnité du fait que j'avais un lien affectif avec 2 passagers. C'est ça sûrement qui m'a... Parce que j'ai pas appelé pour les tours à New York, j'ai pas appelé... Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un lien émotionnel, affectif, un lien fort. À mon avis, ça c'est important pour avoir... faut être vraiment concerné par un événement où tu estimes que tu vas être concerné par un événement, mais moi je veux pas rentrer là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. J'y suis rentrée qu'une seule fois dans une affaire policière, parce qu'on m'a demandé pour une enquête policière. Mais je ne le referai pas, parce que ça prend trop d'énergie, ça, tu vois ce que je veux dire? Sauf si vraiment ça vient me chercher au pied du lit. Sinon, j'irai pas moi-même me mettre dans des histoires pareilles. Tu comprends? Voilà. Donc, ils ont fait le lien avec l'accident de 74. Ils m'ont demandé ce que je voyais. Je lui ai dit, écoutez, s'il y a un problème, le fait déjà d'en parler peut éviter le problème, parce que ça change l'histoire. C'est de l'information. Hein. C'est comme dans une formule mathématique. Tu changes un élément, tu peux changer l'histoire. Donc, quand tu es prévenu, tu peux, si tu agis, si tu donnes l'information, l'univers est fait aussi d'information. Hein. Ça, je l'ai compris. Et c'est pour ça que c'est hyper important après dans mon travail. Ok ? De prévenir peut empêcher, peut-être pas l'événement, mais la gravité de l'événement.
Donc, je leur ai dit, écoutez, c'est quelque chose qui se passe dans la soute. En 74, c'était une porte qui était mal verrouillée. Donc maintenant, ça ne peut plus arriver parce qu'ils ont changé au niveau de la construction des avions. Je lui ai dit, moi, je vois quelque chose dans la soute. Et si on ne prend pas garde à certaines choses pendant le vol, ça va péter, quoi. Ça va péter. Ils en ont tenu compte. Ils avaient le nom de mes enfants. Ils ont bien vu qu'ils étaient passagers, qu'ils avaient été mis sur un autre vol. Parce qu'il fallait absolument que les enfants partent. Parce que ma belle-fille avait un stage professionnel et il fallait absolument qu'elle parte. Et donc, je suis intervenue là-dessus. Ça, c'est très important. Parce que ça, c'est des événements hyper importants qui m'ont conduit au métier que j'ai fait après. C'est pour ça que je les raconte. Alors, il y a eu plein d'affaires, plein d'histoires. Mais vraiment, ceux qui sont violents, c'est ceux-là. Alors, cette violence... Et alors, après, ça a été extraordinaire. Mais donc, la famille de ma future belle-fille était dans une rage noire. Qu'est-ce que c'est? Le ricanement. Il y en a eu des ricanements, tu vois. Même là, le gars commercial qui me change mes billets, il n'aurait pas dû ricaner. Il a ricané. Tu ne peux pas empêcher les ricanements. Il y en a même peut-être qui vont ricaner en écoutant ce podcast. En se disant, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Je vous raconte une belle histoire. Parce que ça ouvre des horizons, mais incroyables. Et quand on sait que je suis née en 52, j'ai vécu cachée pendant des années. J'ai même commencé mon professionnel sous un faux nom. Il faut avoir du courage pour traverser tout ça. Mais chez moi, j'étais prévenue à 11 ans que ça ricanerait. Donc ça a ricané. Et ça ricanera encore. Sauf que moi maintenant, au ricanement, je donne un rire de la joie. Tu vois ce que je veux dire? Un rire bienveillant. Si tu te moques de moi, écoute, tu te moques de moi. Mais moi, je ris, quoi, mais d'une façon, comme un enfant bienveillant qui t'a fait un tour. Et puis, ce que je t'ai raconté là dans ta tête, ça va tourner dans ta tête. Et puis peut-être qu'un jour, tu tomberas sur un bouquin. Peut-être qu'un jour, tu auras eu toi-même une expérience extrasensorielle. Parce que c'est donné à tout le monde. Il faut avoir le cœur ouvert. Il faut aimer la nature. Je parle aux arbres. Et les arbres d'une des maisons dans laquelle j'ai vécu, à Saintes, m'ont dit un jour, déménage, pars vite. Des grands arbres, mais alors centenaires, dans ma propriété. Pars. J'ai dit ça à mon mari, mon deuxième mari, lui, il savait qui j'étais. Il était directeur de la Banque de France et il allait au Rotary. Je me rappelle, il me disait, tu devrais un jour faire une conférence. J'ai dit, ta réputation va être morte. Si tu dis que tu as épousé une médium, on va te prendre vraiment directeur de la Banque de France. Comme quoi, voilà, il ne faut jamais préjuger des professions des gens ni de leur classe sociale. Les arbres m'ont dit de partir, on est parti. Le soir même, on a été dans une agence pour trouver une location. On est parti. On a déménagé sous des trompes d'eau avec des copains, comme ça, mais vite fait. Et la maison a été entourée d'eau. On n'a pas pu. Elle était inaccessible pendant 2 mois. On a déménagé juste à temps. Wow. Incroyable. Oui, parce que plus de maison, plus de lieu de travail. C'était mon lieu de travail. D'accord? Donc voilà. Mais même autour de cette maison, il y a eu une histoire incroyable pour la trouver, cette maison. Et, tu vois? Et juste avant de venir à ça, pour finir sur l'épisode de l'avion. Alors, oui, parce qu'il faut y revenir, c'est sûr. Alors, l'avion, effectivement, il y a eu un problème en vol. Ils étaient prévenus, donc ils n'ont pas pris de risque. Ils ont détourné l'avion pour aller atterrir sur un autre aéroport. Et donc, ils avaient prévenu l'aéroport où ils devaient normalement atterrir.
l'avion n'atterrira pas, il y a eu un problème en vol, ils ne reviendront sûrement à leur destination que dans 2 jours ou 3 jours parce qu'il fallait trouver un autre avion. Il y avait un gros problème, hein. L'avion n'a pas pu Mais revenir. Hein. tu te souviens de ce que c'était justement Alors, on ne me l'a pas dit. Ah. Parce qu'il faut que tu fasses la différence entre un incident et un accident. Là, il n'y a pas eu l'accident. Ah oui. On est d'accord ? Mhm. Par contre, beaucoup de choses ont été bousillées dans la soute. Mhm. Et comment mon fils, il dit, on ne saura jamais ce qui s'est passé. J'ai dit, écoute, si c'est vraiment important pour toi, tu le sauras. Tu le sauras. Appelle. Mhm. Moi, voilà. Appelle. Et 1 mois plus tard, quand ils sont revenus en métropole, à l'aéroport, ils sont dans un avion, ils récupèrent leur bagage. Et là, ils voient un truc, un amalgame de bagages complètement pété, enfin tu vois, abîmé. Et là, mon fils, il parle tout haut, tout seul, il rigole, il dit, bah dis donc, il y en a un qui va être content, comme ça en disant le bagage. Et là, il y a un mec à côté de lui qui lui dit, bah c'est mon bagage, mais j'ai voulu le ramener tel qu'on me l'a rendu. Il lui dit, mais qu'est-ce qui est arrivé ? Bah il dit, il y a 1 mois, quand j'ai pris l'avion, patati, il lui raconte, et mon fils, il lui dit, mais t'étais dans quel avion ? Et il lui dit, en plein vol, il y a eu des problèmes, on a été détourné pour atterrir ailleurs, parce qu'on était en danger. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a eu un truc de dingue. Donc, ils ont repris un autre avion pour aller à Saint-Martin, parce qu'ils ont atterri à la Martinique. Et parce qu'il faut savoir que l'aéroport de Saint-Martin est quand même particulier, petit, dangereux. Donc, on ne peut pas atterrir avec un avion qui a un problème. Voilà. Donc, comme ils ont été prévenus assez tôt, ça a changé quand même l'histoire. Il n'y a pas eu l'accident. Il y a juste eu un incident majeur qui a fait que les gens n'ont pas pu arriver à destination que 3 jours après, 2 jours ou 3 jours après. Comme j'ai dit à ma belle-fille, je t'ai sauvé aussi ton stage. Parce qu'elle ne voulait pas prendre l'avion suivant pour pas manquer son stage. Et bah, finalement, elle a manqué très peu son stage, qu'elle aurait manqué davantage. Et je t'explique pas sûrement le nez de son père à l'aéroport quand on leur a annoncé. Gros problème technique, ils sont atterris ailleurs, patati patata. Le père, il a dû flipper quand même, hein, tu vois. Hein. Alors bien sûr, il y a pas. Mon ex-mari me dit, mais tu vois, il n'y a pas eu d'accident. J'ai dit, je parlais pas, il y avait l'accident. Ça, c'est une certitude. Tu peux changer les choses que si tu en parles et si tu donnes de l'information. Tu changes la formule. La vie, la mort, tout ça, c'est mathématique. Hein. Il y a plein de choses, mais... Ok, tu peux changer les choses en parlant. Tu changes quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est important, mais l'histoire ne s'arrête pas là. J'écris l'histoire pour évacuer. Porte verte, je l'ai appelée. J'ai écrit l'histoire et puis je dis à mon compagnon de l'époque, je vais intervenir auprès de la mairie d'Ermenonville. C'est honteux de laisser un endroit comme ça, abandonné, souillé. Il y avait encore des morceaux de l'avion qui sortaient de la terre. Des fils électriques, c'est incroyable, ça s'enfonce dans la terre et la terre rejette, la terre vomit. Je me disais à un moment donné, je vais trouver un os humain, quelque chose comme ça, tu vois. Et je me dis, c'est honteux tout ça, alors je commence à me prendre la tête toute seule. Et puis ma petite voix intérieure qui me dit, t'as oublié, Cathy, t'as oublié. Tu mets ton ego de côté, hein, parce qu'il faut savoir se mettre dans l'ombre. Télépathie. 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 Et là, je me suis mis en méditation. Ça faisait 20 ans, hein, l'accident. C'était pas il y a 8 mois. Et je demande, j'envoie un message
à une personne responsable au niveau de la mairie, qui, comme moi, va peut-être se balader dans la forêt et qui, comme moi, va être touché par la grâce, ouvrir son cœur, lire le poème et faire une petite stèle en marbre d'1 mètre environ, avec le poème gravé. Donc je signale à tes auditeurs qui peuvent aller à Ermenonville lire le joli poème sur ce marbre. Il y a quelqu'un qui a eu le message. Très vite, parce que 1 mois après, j'ai une amie canadienne qui arrive. Et je lui raconte l'histoire d'Ermenonville. Elle me dit, mais c'est extraordinaire, je veux aller voir. Mais je lui dis, tu vas aller voir quoi? Tu vas aller voir des murs avec des noms, puis un lieu complètement pourri. Alors elle me dit, non, je veux y aller. Et puis on va emmener une plante, on va emmener quelque chose. Elle a été bouleversée, parce qu'elle prend beaucoup l'avion, elle. Entre le Canada et la France, elle a été bouleversée par l'histoire. Et je la remercie parce que grâce à elle, j'ai eu le résultat de mon message télépathique. Et quand on est arrivé, on entendait les oiseaux. On n'était plus du tout dans une ambiance mortifère. Même mon compagnon avait remarqué qu'on n'entendait pas les oiseaux. Quand on est arrivé la première fois, tu es dans un monde parallèle, tu n'entends plus rien, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien, c'est la mort. La mort stérile, la mort vraiment incompréhensible. Et quand on est arrivé, c'était nettoyé. Et à un moment donné, mon ex-compagnon dit « Regarde ce qu'il y a là-bas ». Et il y avait la stèle en marbre avec le poème gravé. Donc, pourquoi je raconte ça aussi? Nous pouvons tous demander à l'univers ou à des êtres humains d'intervenir, sans même se montrer. La force psychique pour agir. D'ailleurs, c'est ce que font certains cercles de prière. Hein. Moi, j'ai un cercle de prière qui est intervenu pour me sauver la vie. Ça, c'est d'autres expériences où j'ai fait 2 morts imminentes en 1 mois. Et c'est ces 2 morts imminentes qui m'ont fait basculer dans le soin. J'avais 38 ans. Est-ce que tu peux nous en parler justement de ces 2 expériences? Alors, cette expérience, c'est qu'une mort imminente, c'est que il y a eu une erreur de diagnostic. Je suis rentrée un vendredi soir quasiment mourante. Et j'ai été attendue par beaucoup de médecins parce que j'avais appelé des amis du Rotary qui étaient médecins, cardiologues. On m'attendait comme si j'étais la présidente de la République. On m'a pris en charge, mais on ne m'a pas bien surveillée dans la nuit. Problème des hôpitaux. C'était un vendredi soir. Et ben dans la nuit, j'ai failli mourir. Et j'ai été sauvée par une aide-soignante qui ne m'a pas reconnue, mais que moi j'ai reconnue après, parce que je l'avais eue chez moi en consultation. Et qui était tout en noir vêtue, de noir vêtue. Et elle voulait mourir, elle voulait se suicider. Et j'ai eu un grand dialogue avec elle, un grand échange. Et d'ailleurs, j'avais annulé des rendez-vous derrière. Je me suis dit, je ne la laisserai pas partir tant que je n'aurais pas inversé le truc. Ça pouvait paraître prétentieux de ma part, mais apparemment, j'avais inversé le truc parce que je l'ai retrouvée tout en blanc dans un hôpital et elle m'a sauvé la vie. Alors, comment est-ce qu'elle m'a sauvé la vie? Comme quoi l'étrangeté peut arriver à tout le monde. C'est qu'en pleine nuit, elle est en train de lire un bouquin tout au bout d'un couloir et elle a entendu une petite voix qui lui disait « Au secours, au secours, au secours ». Elle a dit, la voix, elle était
humaine, mais je ne pouvais pas savoir si c'était une femme ou un homme. Au secours, au secours. Et elle l'a senti fort, fort, fort. Elle a couru dans son couloir, elle a ouvert toutes les portes. Et à un moment donné, elle a su que c'était moi. Je faisais pas de bruit, hein. J'étais en train de mourir dans le silence. Et Elle a su que c'était moi. Et j'étais en train de faire un collapsus, enfin un arrêt cardiaque, quoi. Enfin, D'accord. donc, elle a alerté l'infirmière et l'interne. Et ils m'ont fait revenir, ils m'ont sauvé la vie. Et ils m'ont mis en réanimation. Et le dimanche soir, j'étais en réa, donc je n'avais pas de conscience. Et j'ai été subitement réveillée. Et j'ai vu à mes pieds, enfin, au pied de mon lit, un homme qui avait la tête dans les mains. Un médecin. Il était en chair en os, je te rassure. Et je lui dis, vous m'avez opéré? Parce que moi, dans ma tête, il fallait m'opérer. Donc, tu sais pas combien de temps tu es là, où tu es, ce qu'on te fait. Oui. Et il me regarde et il me dit, non, je vous ai pas encore opéré. Et il a dit, je suis perdu. Moi, j'ai jamais vu un médecin parler comme ça. C'est pour ça que je te dis, il y avait quand même une atmosphère très spéciale autour de ma personne. Si je vous opère, vous pouvez mourir. Si je vous opère pas, vous allez mourir. Alors je lui ai dit, vous opérez. Et je suis repartie dans la non-conscience. Je suis juste revenue pour l'autoriser. L'opération a duré 6 heures. Et ils m'ont sauvée. D'accord ? Et pendant cette mort imminente, j'entendais dans la tête des gens. J'ai entendu notamment l'interne qui essayait de me sauver avec le choc. Tu sais, les chocs. Dans sa tête, il disait elle va me claquer dans les pattes. D'ailleurs, je lui ai dit ce qu'il avait pensé. Et puis, il y avait une infirmière qui pensait c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Parce que je n'ai pas été surveillée, mais la pauvre, j'ai su après, l'infirmière, elle avait 2 étages à surveiller. Donc, tu vois, c'est le problème des hôpitaux. Hein. Ça, je raconte pas d'histoire, mais c'était déjà vrai à l'époque de mes 38 ans. Et après, j'ai fait une autre mort imminente pendant mon hospitalisation. Et j'ai vu des choses. Après, j'ai fait ce qu'on appelle une illumination mystique. T'es réveillée, c'est en mois de juin. Mes morts imminentes est au mois de mai. Il n'y a plus de mur, il n'y a plus rien. Et puis là, j'ai vu une boule, un soleil, mais un soleil qui t'éblouit pas, qui te brûle pas. Et je sentais que j'étais... Comme je suis restée quand même des semaines sans manger, tu sais, tu as le corps qui est vachement léger. Tu vois ce que je veux dire? On me mettait des perfusions. Je suis descendue à 45 kilos. Enfin, j'étais vraiment éthérique, quoi. Et je me suis souvenue que je me suis dit, si Dieu existe, c'est ça, c'est cette boule d'amour. Oh! Et là, il y a eu une transformation par rapport à mon travail, parce que la première partie de ma vie professionnelle, ça a été médium. Et là, on m'a fait comprendre que je pouvais aider les gens autrement, et par la psychologie, par la bienveillance, par le spirituel, tu vois ce que je veux dire? Enfin, tout ça. Et après, il y a eu une autre évolution qui m'a permis de toucher les corps au niveau du travail des énergies. Et ça, c'est un médecin qui l'a dit à mon premier mari, qui avait un zona. Tu devrais demander à Cathy, elle va te régler le problème. Je dis, j'ai jamais fait ça. Donc j'ai eu l'autorisation d'un médecin d'essayer. En plus, c'était sur mon
J'ai soigné sans zona avec une rapidité incroyable. Donc je me suis mis à soigner des zonas, des brûlures. Et puis après, j'ai fait une formation parce qu'il fallait quand même se former. J'ai fait une formation sur les énergies, sur le Reiki, et tout ça mélangé à ce que j'étais sur le plan psychique et spirituel. Voilà comment Alors avec beaucoup d'histoires au milieu de tout ça. Waouh, Voilà un mais petit peu le cheminement. magnifique. Et justement, toi, ces expériences de mort imminente, est-ce qu'elles créent un bouleversement psychique à ce moment-là où tu étais déjà habitué à ces expériences un peu hors du commun? Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu gardes de ces expériences et qu'est-ce qui te marque en fait? Est-ce qu'il y a un changement de conscience après? Au niveau de la mort imminente, ça m'a enlevé, parce que je suis quand même quelqu'un de responsable, qui peut être assez autoritaire et directif. Ça, c'est ma personnalité. Avec beaucoup de bienveillance et tout, hein, bien sûr. Mais quand même, j'avais encore de la dureté en moi. Tu vois? Quand j'étais enfant, j'étais quelqu'un qui pouvait être très dur. Pas méchante, dure avec elle-même et dure avec les autres. Je manquais, si je peux dire que sur le chemin, s'il y a quelque chose qui m'a manqué et que du coup j'ai beaucoup travaillé à travers mon expérience de vie et spirituelle, c'est la tolérance. Alors, pas sans limite, hein, on est bien d'accord. Mes petits-enfants, ils se moquaient de moi, ils disaient « Mamie Cathy, quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. » Je leur rabâchais toujours ça. Je leur disais toujours « Je vous ai dit oui, donc c'est oui. Tu vas pas me demander toute la journée si je vais t'emmener à l'aquarium. Parce que Mamie Cathy, quand c'est oui, c'est oui. Mais quand c'est non, c'est non. Et des fois, ça peut être faut que je réfléchisse. Parce que faut pas dire des oui et des non. Il y a des réponses où il faut de la réflexion. Je ne sais pas. Donc, comme je ne sais pas, je te demande un temps pour réfléchir. Et toi, tu feras pareil. Tu n'es pas obligé de me dire oui, tu n'es pas obligé de me dire non. Tu réfléchis. Donc, oui, ça m'a porté à un truc incroyable. C'est-à-dire que ces morts imminentes, ça m'a permis de synthétiser un petit peu tout ce que j'avais vécu et que je traversais. Et ça m'a permis aussi de me pardonner et d'être tolérante vis-à-vis de moi. Tu vois ? Ça a beaucoup aidé pour ma culpabilité. J'avais 38 ans, j'avais encore besoin de réconfort par rapport à cette culpabilité. Ce qui me dérange le plus actuellement, peut-être, c'est ce lien, ça c'est une confidence, c'est ce lien que j'ai avec la mort. Il y a eu un moment, parce que tu sais, dans un parcours comme ça, solitaire, sans référence, sans appui, tu peux tomber aussi dans le travers de... Comment ça s'appelle ? C'est le travers qu'avait ma mère d'ailleurs. La malédiction, je cherche le mot, quand tu te fais des imaginations, on passe pas sous une échelle, attends, je trouve pas le mot, il m'échappe. La superstition. Faut bien faire un travail entre la superstition et... Alors, j'avais lu un livre dont une chercheuse, dont j'ai complètement oublié le nom, mais j'ai pas oublié ce qu'elle disait. Il n'y a pas de fumée sans feu. Dans une superstition, il y a toujours une racine de vérité. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas être tout blanc ou tout noir, quoi. Faut savoir écouter les gens. Surtout quand ils viennent avec une superstition.
La malédiction, dans une famille, j'ai connu des gens frappés de malédiction, ce qu'on dirait, mais non, mais c'est incroyable, quoi, tu vois, des malédictions. En fait, elle existe, la malédiction. Elle existe dans le sens où tu te transmets psychologiquement dans une famille des culpabilités, des secrets, les secrets de famille. C'est tout ça qui engendre. On a un lien avec nos ancêtres qui font réellement la malédiction existe, mais pas comme on se l'imagine. Pour moi, la malédiction, c'est l'histoire de psychisme, de mémoire qu'on se transmet. Et on se transmet des culpabilités. Tu vois ? Et comment est-ce qu'on s'en libère justement de cette culpabilité ? Déjà d'en prendre conscience. Que tu vas pas recommencer forcément l'histoire. Il faut couper au niveau de ta pensée, de tes émotions. C'est une... tu sais, il y a quand même quelque chose d'étrange. Alors justement, au niveau de la transmission, un jour ma fille arrive, elle a mon âge, que j'avais quand j'ai parlé à ma mère. Elle me dit, maman, c'est horrible, je viens de faire un cauchemar, mais plus vrai que vrai. Alors là, tu sais, j'ai mes oreilles qui s'ouvrent. Elle me dit, attends, maman, pour moi, c'est vivant, c'est vrai. Alors je lui dis, raconte-moi. Elle avait des copains qui partaient au ski, au sport d'hiver. Elle décide de ne pas y aller. Et elle fait un rêve, et elle est prévenue dans ce rêve par 2 des copains qui viennent frapper à sa porte et qui lui disent « Michael, on est mort. On a eu un accident en partant au ski. » Puis, bon, je te la fais courte parce qu'elle a eu d'autres échanges, émotions et tout. Elle me dit « Maman, qu'est-ce que je fais de ça ?» Et là, je lui dis « Ne fais pas mon erreur. Je ne te donnerai pas le même conseil que ma mère m'a donné. Par ignorance, parce que ma mère, elle avait des capacités et tout, mais bon, elle n'avait pas été élevée là-dedans. Puis bon, le bien qu'elle m'a fait, ma mère, c'est de m'autoriser à vivre avec ça. Tu t'imagines si j'aurais fini en psychiatrie, si j'avais pas eu une mère comme ça. Hein? J'ai dit à ma fille, elle me dit, maman, comment je vais leur dire? Je dis, tu les invites à boire un pot et tu vas leur dire, voilà, je vais vous dire quelque chose. Et je lui dis, puis tu vas t'en fiche. S'ils ne veulent pas t'écouter, t'écoutes pas. S'ils ne veulent plus jamais te voir, tant pis. Accepte déjà ça à l'avance. Accepte le ricanement. Mais tu auras fait ton rôle de messager. Il n'y a ni à en tirer des bénéfices, on est bien d'accord, ni à en tirer une culpabilité ou ne te démonte pas. Donc elle a fait l'apéritif, elle les a prévenus, elle leur a dit, il faut que vous soyez extrêmement vigilants sur la route, ne faites pas la fête comme des dingues à picoler, n'allez pas sur les pistes noires, c'est un avertissement. C'est un avertissement. C'est peut-être même vous-même, votre partie secrète au niveau de votre inconscient qui est venue me prévenir. Hein? Parce que vous vous connaissez bien. Vous savez de quelle connerie vous êtes capable. Mais vous avez peut-être besoin d'un témoin extérieur pour venir vous secouer, pour vous calmer. Alors elle dit, maintenant, vous entendez, vous n'entendez pas. Alors ils ont dit, on t'entend. Ils sont partis. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de drame, mais elle ne les a jamais revus. Ils n'ont pas été capables de vivre face à quelqu'un qui pouvait à tout moment leur sonner les cloches, tu vois, comme le téléphone.
Tu vois, ça tombe bien là. C'est l'alerte. Et donc, c'est ça. Il faut écouter son intuition. À chaque fois que je ne l'ai pas écoutée, il m'est arrivé un pépin. Le coup du chien qui m'a agressé dans la rue. Je descends et une petite voix intérieure me dit: je voulais m'acheter un pantalon, n'y va pas, c'est pas le jour, n'y va pas. Je retourne, je fais demi-tour. En plus, je me dis, il y en a marre avec ça quand même. Tu vois, il y a des moments, voilà, hein, t'es un peu rebelle, les avertissements, les trucs. Oh, j'ai dit. Je redescends, je pars et je me fais agresser sur le trottoir par un chien qui n'avait pas de muselière. Tu sais, ces chiens, il m'a attrapé sous la poitrine, là, comme ça. Ah bah oui, j'ai été blessée, enfin bon, il y a eu une amende, il y a eu la police, voilà, j'ai été agressée par le chien. Donc il fallait vraiment pas que je prenne ce chemin-là et que je sorte, quoi. Alors maintenant, des fois, ça m'arrive. Ça me prévient pas de tout, hein, malheureusement. Ou alors ça doit me prévenir et puis je suis un peu dans le déni. Tu vois ce que je veux dire? Mais je me suis vue monter dans ma voiture et redescendre et dire non, j'y vais pas, c'est pas le jour. Mais je me suis vue aussi ne pas écouter cette petite voix, de ne pas avoir entendu carrément le truc et qu'il m'est arrivé des problèmes. Il faut pas croire que j'ai pas eu de catastrophe, même des deuils personnels où j'ai pas été prévenue. Tu vois, faut l'entendre ça. C'est pas systématique. C'est pas une loi définie comme ça à l'avance. Cathy, à chaque fois qu'il y aura un truc, tu seras prévenue. Non. Par contre, quand ça t'arrive, et puis ce qu'il y a, c'est qu'on a un mental. Donc on est pris par nos soucis personnels. On est traversé par énormément de choses qui font que tu reçois pas, tu captes pas toujours le message ou l'information. Ça renvoie une forme d'humilité où Ah oui, justement... oui, oui. Je suis pas prévenue de tout. Je suis pas prévenue de tout. Sauf que, par exemple, quand j'appelle, des fois j'appelle. Alors, des fois, je dis qui que vous soyez, hein. Moi, tu sais, j'envoie une. Des fois, je dis non, mais là, il faut m'ouvrir les yeux, il faut me guider, il faut. Puis, ça me prend comme ça, mais n'importe où, hein, dans la rue. Je mets pas forcément 3 bougies, un truc, quand j'appelle, moi, hein. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, j'appelle. Et ça répond. Ça répond. Donc, mais quand j'appelle, je peux appeler pour un truc, mais complètement de mon quotidien, hein. Tu vois ce que je veux dire? Aide-moi à trouver un taxi ou un truc, à machin. Moi, j'appelle pour n'importe quoi mais qui me donne de l'émotion. Donc, des fois, j'appelle ça mes petits miracles, quoi. Donc, j'ai une formule. Il y a longtemps que j'avais exprimé ça. Je disais, rien ne m'étonne. Alors là, souvent, les gens te coupent. Ils ne ricanent pas, mais ils te coupent. Comment ça, rien t'étonne? Rien ne m'étonne, tout m'émerveille. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est de l'émerveillement. Et oui, ce lien que j'ai avec la mort, c'est évident. À un point qu'on parlait de malédiction, voilà, j'avais pas été au bout de ça. Je disais à ma mère, il y a des fois, j'ai l'impression, quand j'étais ado, j'ai l'impression que je porte malheur. On en vient à la superstition. Parce que j'avais fait la relation entre ma jeunesse, mes rencontres et les morts qu'il y avait autour de moi. Tu vois? Je me sentais quasiment responsable de la mort des autres.
Et ça, c'était puissant, c'était fort. Je disais, et ma mère m'avait dit, oui, moi aussi, ça me fait ça. J'arrive dans un groupe où je rencontre des nouvelles personnes et hop, il y en a un qui disparaît. Elle dit, mais moi, je me suis rassurée en me disant que c'était écrit qu'il devait partir et qu'il devait me rencontrer avant. Presque l'honneur de me rencontrer. Alors, je trouvais ça extraordinaire. Et ça m'a calmé un peu, cette histoire-là. Mais je me disais, mais pourquoi autant de morts autour de moi? Des deuils très jeunes. J'avais compté une année où j'avais fait 7 enterrements. Wow. Bon, il faut dire aussi que par rapport à mon âge, dans les années 70, il y avait beaucoup de morts. Des morts d'accidents, voitures, motos. C'est vrai, mais ça, c'est statistique. On était à un moment où on donnait beaucoup de liberté à la jeunesse tout à coup, et que la jeunesse ne faisait pas très attention avec cette liberté. Moi, j'ai vu des copains mourir à 16 ans sur des motos, des 750. Donc après, ils ont interdit les motos de... tu vois, les accidents de voiture, où cette jeunesse achetait des vieilles bagnoles. C'était des cercueils ambulants, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que je me disais, mais c'est pas possible. À chaque fois que j'arrive dans un groupe où on présente des nouvelles personnes, il y en a un qui part. Donc c'est ce truc qui me dérange un petit peu, si tu veux, dans ma vie actuelle, c'est ça. Où du coup, je suis devenue beaucoup moins sociable qu'avant. C'est-à-dire, je suis toujours sociable, mais je suis devenue très secrète et très solitaire, à part les gens qui viennent pour mon travail. En fait, c'était mon lien social. Tu sais que tu dois avoir ton lien affectif, ta famille, ton lien professionnel et ton social pour faire la pyramide, d'accord? Pour être équilibré, il faut travailler sur ces 3 pôles. Et ben moi, j'ai un pôle que j'ai supprimé, que j'ai mis dans mon travail. C'est-à-dire les gens que je rencontre pour mes expériences et mon travail. Bon, déjà, on est sur la même onde, si j'ose dire, donc les échanges sont facilités. Il n'y a pas de ricanement, tu vois ce que je veux dire? Et je ne suis pas obligée d'aller dans ce pôle social, où de toute façon, ce pôle social ne m'a jamais donné vraiment satisfaction, puisque je n'ai jamais été moi-même. D'accord? Le qu'est-ce que vous faites dans la vie? Tout le monde n'est pas prêt à... Alors, j'ai un peu triché. Des fois, je disais, je suis psy. Alors, j'avais fait des études de psychologie, hein. Parce qu'il ne suffit pas de sentir les choses, il faut aussi apprendre à communiquer avec un être humain. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris sur les livres. Et le premier homme qui m'a donné une formation, c'était Salomé, l'écrivain Salomé. Bon, je ne sais même pas s'il est encore en vie, il a écrit plein de livres sur la relation humaine. Tu vois? Et c'est ça, la relation humaine. Il avait écrit un livre aussi sur la tendresse, hein, la force de l'amour et de la tendresse. Donc c'est le premier coach que j'ai eu. Je faisais tous ces stages pour apprendre à communiquer avec l'autre et à savoir l'écouter. Qu'est-ce qui se passait dans une relation entre deux êtres, tu vois? Puis moi, d'ouvrir mon cœur par rapport à... Oui, à évacuer cette dureté qui amène l'intolérance. J'avais cette dureté quand même, qui était là. Bah, sûrement par rapport à des traumas, des trucs, des machins. On n'est pas parfait. L'important, c'est de savoir ce qui ne va pas, ce qui te dérange quand tu te regardes dans un miroir. Qu'est-ce qui te dérange? Tu vois?
je pouvais être quand même assez intolérante, voire, je me suis surpris un jour en me disant, mais tu es méprisante, tu éprouves du mépris envers certaines personnes. Qui es-tu pour éprouver ce mépris? Tu vois? C'est terrible le mépris. Ok? Et puis, il y a quelque chose sur lequel j'ai travaillé fortement, pas sur moi parce que je ne l'étais pas, mais je te dis, mépris et intolérance, hein, ça va ensemble. Hein. Donc j'ai travaillé là-dessus et je n'ai plus de mépris. Il y a juste des gens que je fréquente, des gens que je ne fréquente pas, mais ça c'est après, quand on n'a rien à se dire, c'est pas la peine. Bon, s'ils me demandent quelque chose, je vais les aider, je vais être présente, mais sinon je ne vais pas obliger quelqu'un à m'apprécier. Ou, voilà. Donc je me suis retirée un petit peu de cette vie sociale. Tu vois, les apéros, les trucs, j'aimais bien ça quand j'étais jeune, sortir, faire la fête, inviter des gens. Mais moi, c'est fini. Parce que des fois, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Et c'était pas du mépris. C'était juste se dire, t'es pas à ta place, t'apportes rien, il ne t'apporte rien. Et tu vas manquer de sommeil. Ça, c'était très terre à terre. Tu vois, c'est un long travail, hein, quand même, une vie, sur une vie. Et de temps en temps, je repense à... Alors, le doute, il arrive, il est souvent là, tu vois. En ce moment, par rapport à mon âge, je me dis, et si je m'étais trompée? Et si ce n'était qu'une grande illusion? Et est-ce qu'il y a quelque chose après, tu vois? Alors que moi, avec mes morts imminentes, j'ai bien vu que quand on te croit mort, t'es pas mort, mais je suis traversée des fois par le doute. Alors bon, comme je suis assez rationnelle dans mon irrationalité, je me dis, oh bah de toute façon, s'il y a quelque chose, tu verras bien, puis s'il n'y a rien, tu le sauras même pas. Tu vois? C'est très beau. Donc voilà. C'est... Mais cette histoire est là. Et alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que vous avez peur de la mort par rapport à tout ce que vous avez vécu? Eh ben oui, je suis trouille. Quand j'avais 38 ans, je pouvais dire haut et fort, je n'ai plus peur de la mort. Eh ben non, j'ai peur de la mort. J'ai peur de partir. J'aimerais bien rester. Alors en bonne santé et tout. Mais je pense que j'aimerais bien rester. C'est encore lié à cette histoire de responsabilité, je pense. Tu vois? Je crois que c'est ça. Parce que la perte d'être cher, quand on en a eu dans sa vie, ça laisse énormément de traces. Donc moi, je prépare bien mes enfants à ça, en disant, t'inquiète pas besoin de larmes, pas besoin de tombes. Tu penses à moi et voilà, tout à coup j'existe, mais c'est tout. S'il y a quelque chose et que je peux faire quelque chose, je le ferai. S'il n'y a rien, ben, il n'y a rien. Faut pas ruiner ta vie si un jour je m'en vais. J'ai bien préparé mes enfants à ça. Que c'était pas grave et que c'était la loi de l'univers et qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, que je ne sais pas. Je suis loin de tout savoir. Et j'en apprends tous les jours parce que j'écoute aussi les expériences des autres. Les expériences, c'est pas parce qu'on a eu beaucoup d'expériences qu'on n'est pas intéressé par l'expérience des autres. Hein? C'est comme les Jeux olympiques, quoi. C'est pas parce que tu fais du judo que tu t'intéresses pas à l'escrime. Faut pas penser que tout l'univers tourne autour de nous. Il y a une multitude de facettes dans ces expériences-là. Donc c'est pour ça qu'on peut en parler pendant des années. On est toujours émerveillé d'une expérience vécue par un être humain. Enfin, moi c'est ce que je pense. Par contre, je refuse ce qui est sectaire. J'ai vécu ça, donc voilà, point barre. Non. Mais ce que j'ai vécu comme expérience m'aide, notamment quand j'ai des doutes, parce que je doute.
je cherche. Voilà. En ce moment, je suis un petit peu omnibulée, enfin pas omnibulée, mais par les extraterrestres, par exemple. La vie ailleurs. Pas du tout dans le système de la fiction, tu vois, mais tout ce qui est physique. La physique quantique m'a beaucoup intéressée. Donc j'ai lu des livres vulgarisés sur la physique quantique. Pendant des années, j'ai lu des bouquins sur l'ésotérisme. Ça m'a rien apporté sur mes expériences extrasensorielles. Ce qui est très étrange, c'est que c'est la physique quantique qui m'a donné des éléments de réponse ou de possibilité par rapport à ce que je vivais. Alors qu'on dit que logiquement, on ne peut pas vraiment expliquer la physique quantique, par exemple dans la médiumnité. Mais moi, j'ai vu des documentaires vulgarisés par un physicien, enfin quelqu'un de la physique quantique, qui montrait en image que tu pouvais être à deux endroits en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être là et tu peux être là. Donc j'ai vécu des trucs avec l'image en plus, parce que la lecture, quand tu n'es pas physicienne, je dis toujours, lire un livre de physique quantique, il faut le lire comme quand tu lis un livre en anglais et tu comprends 2 mots dans la phrase. Et tu reviens et tu relis. Et tu reviens et tu relis. Tu seras incapable de donner un cours, mais tu vas capter l'essentiel de ce qu'on te raconte. Tu sais, l'essence. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on ne comprend pas, en fait. Tu mets le nez dedans et tu voyages. Et là, ils avaient fait un documentaire sur la physique, des documentaires sur la physique quantique. Le physicien, il parlait, mais en même temps, il te montrait avec les trucages, avec l'intelligence artificielle, enfin, des trucages, des images qui t'expliquaient ce que tu ne pouvais pas comprendre avec les mots. Tu vois? T'es là et t'es là, quoi. Moi, ce qui m'a vraiment, de tout ce que j'ai vécu, dans ce que je t'ai raconté, dans ce que je t'ai pas raconté, ce qui m'a le plus vraiment donné une force pour continuer sur ce chemin, alors qu'il y a eu une rupture de 7 ans après cet événement-là, jusqu'à l'autre événement en clé, c'est l'événement que j'ai eu à la Bourboule à 11 ans. Parce qu'à 11 ans, tu n'as pas lu. D'accord? On t'a pas raconté. En tout cas, de ma génération. T'as pas eu d'accès à la télé. T'as pas eu de livres. T'as rien eu. Tu es vierge. Ton expérience, elle est propre. Tu vois, parce qu'après, on peut dire, oui, c'est l'éducation, la culture, le monde dans lequel tu as vécu, tout ce que tu as lu, que tu as... Moi, je suis d'accord, on est imprégné de tout ça. Et ça m'est pas... j'ai eu des témoins dans mes expériences, donc je suis claire avec ça. Mais c'est la plus pure. T'as 11 ans. T'es une gamine qui va chercher des grenouilles, des têtards, parce qu'à l'époque, on nous laissait sortir. Hein. Maintenant, tu ne laisserais plus un gamin partir à 11 ans chercher des grenouilles et des têtards à 2 kilomètres de la maison. Mais tu es dans un univers comme ça. Moi, j'aimais les papillons. Alors, ce qui me fascinait aussi, qui m'a toujours fasciné de l'enfance, c'est le papillon. J'allais regarder les papillons. J'étais fascinée par l'histoire du papillon. Et un jour, j'ai dit, tu vois, il y a des gens, ils viennent sur cette terre. Quand ils naissent, ils sont des chenilles. Ils vont vivre chenilles et ils vont mourir chenilles. Et puis, il y a ceux
qui vont tenter l'aventure de l'élévation et qui iront jusqu'au cocon. Et puis, il y a ceux qui vont être extraordinaires dans leur couleur, dans leur potentiel, faire naître et montrer leur potentiel de beauté. Ils deviendront papillons. Donc moi, j'ai fait le choix d'essayer au moins d'aller jusqu'au cocon. J'ai failli mourir plusieurs fois dans mon cocon. Et à chaque fois, aujourd'hui, je peux dire que, humblement, je pense que j'ai fait vivre. Je ne dis pas que j'ai été regardée, admirée, pas du tout, parce qu'en même temps, j'ai peur de ça. Il y a plein de fois où j'aurais pu aller dans la lumière. Et j'ai peur de ça. Parce que j'ai peur du grand ricanement encore. On est des êtres humains, on a un affect, on a une famille. Tu vois, je ne suis pas prête encore au grand ricanement. Je pourrais faire face, mais je pense que ça pourrait créer encore beaucoup de fragilité, encore des blessures. C'est pour ça que je me dis que j'ai peut-être une chance de vivre encore longtemps, parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est au moins l'avantage de ne pas aller trop vite. Mais je fais aujourd'hui, devant toi, si j'étais un papillon, tu saurais quel papillon je suis. Tu vois, les couleurs. On n'est pas fait que d'une couleur. On n'est pas totalement parfait. Alors, il y a une chose que je ne supporte pas, en toute chose, dans les gens, c'est la médiocrité. La médiocrité. Sois ce que tu es, mais ne sois pas médiocre, quoi. Tu vois ? La médiocrité, c'est celui qui compte son 1 euro pour pas payer le café de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ? C'est les petites choses de la vie, la médiocrité. De toujours retenir son élan, sa générosité. J'irai pas donner ce que j'ai pas. Il y a un homme aussi qui m'a ouvert les yeux sur une chose qui m'a beaucoup marquée et que je dis souvent. Un jour, j'ai demandé de l'argent à cet homme-là, un ami, parce que j'avais une grosse difficulté financière. Et humblement, je lui ai demandé s'il pouvait me prêter une somme d'argent. Il m'a dit, écoute, je vais réfléchir. Hein ? C'est ni oui, ni non. Et je lui ai dit, mais t'inquiète pas, Olivier, si tu me dis oui, c'est oui, si tu me dis non, c'est non, ça ne changera pas notre relation. Ça aussi, c'est important. Puis finalement, il m'a dit oui. Il m'a dit, par contre, je ne vais pas te les prêter. Je te les donne. Et il m'a dit un truc très important. Il m'a dit, je ne prête jamais. Je donne ou je ne donne pas. Ok ? Et quand je donne, je le fais avec le cœur et ma conscience. Parce que je sens en moi que c'est juste. Je ne me pose pas de questions. Ça vient comme ça dans mon cœur et c'est juste. Et j'ai jamais oublié cette leçon de vie. Donc, je ne prête pas. Je ne fais pas crédit. Je donne ou je ne donne pas. Tu vois, je crois que pour traverser ce monde, cette vie, il faut prendre plein de petites leçons, plein de petites choses. J'ai des fois des gens qui m'ont dit, vous savez Cathy, vous m'avez dit ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça m'a aidé cette phrase. Qui n'oublie pas. Oui. Et je fais beaucoup de métaphores, tu vois ce que je veux dire. Et je dis souvent, il faut avoir des limites. Ça, ce que tu es en train de faire là, c'est la cuillère de sucre
de trop ou la cuillère de sel de trop dans ta recette là. Ça va pas. Tu vois? Il faut savoir aussi. Doser. Mais ça a été une. Et tu sais que je le dis à certaines personnes qui viennent me voir, notamment cette idée avec l'argent. Pareil. Et puis j'ai mon mari aussi qui m'avait expliqué quelque chose. Supprimer des phrases dans notre vocabulaire. Par exemple, quand quelqu'un te fait un cadeau, on avait cette habitude de dire fallait pas. Oh, mais fallait pas. Ah, ça, mon ex-mari, il supportait pas. Il me dit ça te fait plaisir? Oui, alors tu prends ton plaisir. Ah, que je suis contente, c'est chouette. D'accord? Voilà. Et il y a une phrase aussi que j'ai transformée. C'est à chaque jour suffit sa peine. Je ne supporte pas. Et je l'ai transformée en disant à chaque jour son œuvre. Tu sais, ça change tout. Voilà, faire attention à ces petits mots. Quand on traverse cette vie, moi j'ai 72 ans, j'ai fait beaucoup de progrès sur l'expression, sur la valeur des mots, la racine des mots. Les mots sont importants. Ce sont des armes. C'est un pouvoir de transmission extraordinaire, mais c'est un pouvoir de destruction. On tue avec les mots. D'ailleurs, en ce moment, il y a une campagne avec ça. On dit tout et n'importe quoi. On s'autorise à balancer n'importe quoi, à accuser n'importe qui. C'est l'homme noir au grand couteau. Il est très puissant en ce moment dans notre monde. Il a toujours été puissant, cet homme noir au grand couteau. Il te met le couteau dans la main ou dans la voix. D'accord ? Il faut faire attention à ce qu'on dit. Par exemple, je n'aime pas les gens qui font rire. Je suis une grande rieuse. J'ai un côté comique. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai un côté comique. J'adore rire. J'aime faire rire. Mais je ne supporte pas les gens qui rient au détriment des autres. Ce sont des gens qui n'ont pas de talent. C'est à rayer. Je les raye, ces gens-là. Hein? Rire au détriment de quelqu'un, ou d'une population, ou de... Non, on ne rit pas, c'est le mauvais rire. Et pour la grande rieuse que je suis, parce que je voudrais quand même montrer que j'ai un côté rigolo quand même, je fais très attention à ça. Si quelqu'un est à la télé ou sur Internet ou en train de rire de ce que... De Vos avait un rire intelligent. J'adore De Vos. Les mots, l'intelligence du verbe, mais alors de jouer avec les mots, il n'agresse personne. Voilà. Donc, toutes ces petites choses ont fait ce que je suis aujourd'hui dans mon travail. Les gens m'expliquent là où ils en sont et ce qu'ils peuvent expliquer, parce qu'il y a tout ce qu'ils ne peuvent pas expliquer. Donc déjà donner de la bienveillance, de l'écoute, une vraie écoute qui fait que 10 ans après, je suis capable quasiment de reprendre une conversation là où nous l'avons laissée. Des fois, les gens ils me disent « Mais comment vous savez ça ?» J'ai dit « C'est vous qui me l'avez dit. » Mais je suis venue il y a 10 ans. Je reprends leur vie là où... Alors, entre-temps, il s'est passé des choses que je ne suis pas au courant, mais moi, je les reprends là. Je n'ai aucune fiche. Mes cahiers de rendez-vous sont remplis de prénoms. Mon téléphone aussi. Je ne laisse aucune trace. Par contre, j'ai des gens qui écrivent. Qui écrivent tout ce que je leur raconte et qui, de temps en temps, relisent tout et se disent « Mais c'est incroyable, le bout de chemin qu'on a fait ensemble. » C'est ne pas dire aux gens « Faites ça, ne faites pas ça. » C'est les alerter sur des choix.
Je dis toujours aux gens, ne prenez jamais de décision dans une grande émotion, qu'elle soit joyeuse ou négative. Jamais. Il faut laisser la chose descendre, refroidir. Et puis essayer au maximum, déjà c'est bien, c'est de penser aux conséquences de nos actes. Pas que pour les autres. Alors, est-ce que dans ma vie, il y a des choses que je referai ou que je referai pas? Il y a des choses que, entre guillemets, comme quoi j'ai encore besoin d'évoluer, que je regrette. Il y a des perches que je n'ai pas saisies. Et je le comprends maintenant, c'est lié à ma culpabilité. Je suis quelqu'un qui s'est souvent mis en échec à cause de la culpabilité. J'ai fait des choses importantes dans ma vie, je les ai faites nourries par cette culpabilité et qui m'ont amené à des choses qui n'étaient pas vivables. Alors en même temps, dans ces actions liées à la culpabilité, ça c'est comme les nénuphars qui sortent de la boue, il y a des belles choses qui sont... Heureusement que la vie est généreuse, même dans tes erreurs. Il y a de la générosité dans ce que tu as fait de... Tu vois ce que je veux dire? Bon, mais je suis à un âge où on pense à tout ça, on se dit, mais... Voilà. Donc, voilà tout ce que je peux te dire pour l'instant, sauf si tu as une question. Merci beaucoup pour tous ces Voilà. partages passionnants. Voilà. Je vais te poser la question rituelle de fin de podcast. Oui. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message? Ben, mon grand message, ça serait d'écouter. D'écouter la nature, d'écouter l'arbre, mais d'écouter ton voisin, le gosse qui te dit quelque chose sur le chemin. Il faut écouter, parce que souvent, quelqu'un que tu t'imagines même pas va te dire un truc qui va bouleverser ta vie ou qui va te donner une direction. Tu vois? Juste pour finir, une petite anecdote. Je suis sur le marché de La Rochelle, il y a une vieille dame qui fait tomber toutes ses pommes. Et je l'aide à ramasser ses pommes, et puis je fais le petit bout de chemin avec elle. Elle me dit, oh, ben, je vais vous les porter, tout ça. À cette époque, j'essayais de joindre quelqu'un de très, très, très important. Et il n'y avait aucune chance à la sortie du château. Tu vois, tu fais la queue, la longue queue qui attend de voir le roi derrière le château. Et je ne sais pas comment on parle dans la rue. Elle me dit, mais là, s'il y avait quelque chose qui vous ferait plaisir, ça serait quoi? Oh, je dis, bah, j'aimerais bien. Alors, en rigolant, une boutade, je dis, j'aimerais bien rencontrer un tel. Oh, elle me dit, mais ça, c'est rigolo quand même. Ma fille travaille pour lui. Voilà. La vieille dame avec son sac de pommes m'a permis de ne plus rester dans la queue devant le grand château à attendre à voir le roi. Il m'a fait passer par la petite porte derrière le château, par la cuisine. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. C'est ça qui m'émerveille dans la vie, c'est que tout joue, tout est jeu. On n'est jamais loin de rien ni de personne. On a tout à la portée de notre main. Il faut simplement ouvrir ses chakras, être humaine, généreuse, avec cet élan comme ça, simple, et on va te porter dans la bonne direction. Voilà comment je pourrais terminer ce podcast. Merci infiniment, Cathy, pour tous tes partages magnifiques et puissants. Pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez retrouver un lien vers les activités de Cathy, si ça vous intéresse, en description du podcast. Et vous y trouverez également un lien pour soutenir les plantations de forêts comestibles avec les enfants. Encore un grand merci, Cathy. Et... c'est toi, je te remercie. Puis je remercie ceux qui auront la curiosité, on va dire ça comme ça, d'écouter ce podcast jusqu'au bout. Je ne doute absolument pas qu'il y a un mot pour vous, une phrase pour vous, peut-être pas tout, mais il y a forcément quelque chose pour vous, puisque vous avez été guidé à l'écouter. Donc ouvrez bien vos oreilles.
Merci infiniment et à bientôt pour un prochain podcast. À bientôt, Benjamin.